réduction des déficits budgétaires, c'est un exercice compliqué. C'est un exercice compliqué parce que pour réduire le déficit, il y a deux façons de le faire. Augmenter les impôts, donc les recettes, ou baisser les dépenses. Et dans les deux cas, que l'on augmente les impôts ou que l'on baisse les dépenses, ça a un effet sur la croissance. Et ça affaiblit la croissance. Et donc, ça affaiblit le dénominateur du ratio dette sur PIB. Après tous ces éléments, quelles sont vos anticipations justement pour le second semestre 2024 ? Alors, bonjour à tous, merci d'être présents sur ce nouveau webinaire dédié au marché de taux. Pour rappeler le format pour les nouveaux, sachez que c'est un webinaire qui est focus justement sur les marchés de taux, sur ce qui s'est passé le mois précédent et qui durera 15 minutes. L'idée, effectivement, c'est avant tout de reprendre le résumé effectivement de ce qui s'est passé précédemment, ce dernier mois. On avait effectivement anticipé, et cela déjà depuis 2 mois, une baisse des taux directeurs de la part de la BCE aux alentours de 25 points de base. On y reviendra d'ailleurs là-dessus par rapport au vote du 6 juin. Une baisse des taux, à vrai dire, pas si timide que ça, puisque la BCE a pris l'initiative de commencer avant la Réserve fédérale américaine. On a vu également le mois précédent une courbe des taux souverains en zone euro qui tend à se normaliser et qui n'est plus aussi pontifiée que précédemment. Et enfin, des spreads de crédit faibles, donc l'écart entre les taux souverains et les taux d'entreprise du fait d'une bonne santé financière des entreprises. Il nous a paru essentiel, justement, depuis la récente dégradation de la note de la France AA- et des élections européennes, de faire un point, de faire un focus sur le taux d'endettement des États en Europe. Et je vous laisse la parole, justement, Philippe, là-dessus. très bien. Donc, comme le disait Édouard, la BCE a baissé comme attendu ses taux de 0,25%. C'est un premier geste après la très forte hausse que l'on a connue ces dernières années, ces derniers mois. Et comme le disait également Édouard, de façon un peu exceptionnelle, la BCE a pris l'initiative en baissant ses taux avant la Fed, alors qu'à la fin de l'année dernière, les marchés s'attendaient d'abord à une baisse de la Fed. Il nous a paru intéressant de regarder de ce point de vue-là ce qu'il en était des dettes des différents États européens, parce qu'une des difficultés de la BCE pour établir sa politique monétaire, c'est de prendre en compte des situations de différents États de la zone euro qui ont des situations parfois assez contrastées. On n'a pas un territoire homogène avec une situation économique homogène et surtout une politique budgétaire homogène à travers toute la zone euro. Et cela se reflète aussi sur les taux de la BCE et sur les taux d'emprunt des différents États de la zone euro. On vous a présenté sur ce tableau la situation des principaux États de la zone euro, Allemagne, Pays-Bas, France, Portugal, Espagne, Italie et Grèce, parce que c'est un élément intéressant, puisque c'est le seul État de la zone euro qui a fait défaut dans ces dernières années, tout en étant membre de la zone euro. Vous voyez que les situations sont assez contrastées. On a des notations qui vont du 3A chez les deux agences en Allemagne ou aux Pays-Bas, jusqu'à des notations de haut rendement, de high yield pour la Grèce chez Moody's, où la Grèce est BA1. Ces situations de notation, d'ailleurs, peuvent varier pour un même pays entre différentes agences. On a vu que récemment, donc, Standard & Poor's a dégradé la note de la France en la faisant passer à 2 à moins, alors que Moody's a maintenu sa notation à 2 à 2.
Ces notations, elles reflètent différents éléments qui sont des éléments d'endettement, mais pas seulement. Et d'ailleurs, on peut constater sur ce tableau qu'il n'y a pas un lien direct entre la notation et le niveau d'endettement. Par exemple, la France a un niveau d'endettement sur PIB qui est de 110%, contre 199% pour le Portugal, et pourtant le Portugal est moins bien noté. Différents éléments rentrent en compte pour cette situation, pour expliquer cette situation. Un des éléments importants, c'est la taille du pays. Et on retrouve aussi cet élément-là sur les niveaux de taux qui sont demandés par les marchés pour prêter à ces États. Si la France a un niveau de taux qui, la fin de la semaine dernière, était aux alentours de 3,03, et donc un écart de taux qui, à la fin de la semaine dernière, on y reviendra, était de l'ordre de 0,50% par rapport à l'Allemagne, c'est en grande partie parce que, et de manière un peu paradoxale, la France a une dette importante et que les 3 000 milliards de dette de la France crée un marché extrêmement liquide qui constitue une référence pour les taux en Europe. La difficulté, évidemment, pour la BCE, c'est de tenir compte de ces situations très contrastées. Et on voit que sur les ratios d'endettement, on a des différences très sensibles, des 46% des Pays-Bas aux 160% de la Grèce, mais c'est aussi le cas sur la dynamique avec les soldes budgétaires, puisque on va de plus 1,2 au Portugal à moins 7,4 pour l'Italie, ce qui reflète des situations assez différentes. Juste pour mémoire, à noter qu'aux États-Unis, que l'on vous a présenté ici pour avoir comme référence les taux américains, vous voyez que le taux d'endettement est très important, à 125%, et que les déficits budgétaires sont aussi très importants, ce qui explique en partie des taux sur le dollar, donc ne sont pas directement comparables avec l'euro, qui sont plus élevés. Ce qui est important aussi pour définir les niveaux de taux des différents États, c'est la dynamique, c'est-à-dire la trajectoire qui est anticipée par les marchés. Et vous voyez sur ces graphiques que cette trajectoire, c'est une stabilisation avec des politiques budgétaires qui, en principe, devraient ramener les déficits au-dessous des 3%, ce qui, normalement, est la règle en Europe. Évidemment, si la trajectoire diffère, eh bien, on aura un niveau de taux qui va être très différent à la fois sur les États et puis des politiques de la BCE qui seront également différentes. Or, la réduction des déficits budgétaires, c'est un exercice compliqué. C'est un exercice compliqué parce que pour réduire la dette, le déficit, il y a deux façons de le faire. Augmenter les impôts, donc les recettes, ou baisser les dépenses. Et dans les deux cas, que l'on augmente les impôts ou que l'on baisse les dépenses, ça a un effet sur la croissance. Et ça affaiblit la croissance. Et donc, ça affaiblit le dénominateur du ratio dette sur PIB. Donc, on voit bien que c'est un exercice compliqué et les zones d'incertitude dans lesquelles on rentre aujourd'hui, en particulier avec l'annonce des élections législatives en France, rend cet exercice extrêmement important pour définir le niveau de taux de la dette française. Vous voyez sur ce tableau que les écarts de taux entre l'Allemagne, qui a les taux d'endettement les plus faibles, et donc les taux d'emprunt les plus faibles, et les autres pays, en particulier la France, l'Espagne, l'Italie, ces écarts de taux ont eu tendance à se réduire au cours des mois précédents. Encore une fois, cela dépend de la trajectoire budgétaire que l'on va adopter. Si la trajectoire budgétaire est celle qui a été anticipée, on restera sur ces niveaux de taux.
et d'écart de taux. Si la trajectoire budgétaire devait déraper, eh bien, les écarts de taux pourraient diverger. Il est à noter d'ailleurs que lorsque une divergence apparaît, lorsqu'une crise sur les taux apparaît, sur les États, on l'a vu encore récemment avec la Grande-Bretagne, le dérapage peut être extrêmement rapide et nécessiter des réactions à la fois rapides et parfois brutales. Sur le graphique que vous avez là, vous avez les courbes de taux des emprunts d'État français au fil du temps, donc 29 décembre, 28 mars 2024 et 7 juin 2024. Vous voyez que, comme attendu, on a un aplatissement des courbes et que cet aplatissement, on peut le noter en particulier entre la courbe du 28 mars et celle du 7 juin, cet aplatissement se fait à la fois par une baisse des taux courts et une remontée des taux longs. Donc, on sort progressivement de cette situation de courbe des taux inversée, qui est une situation assez anormale pour la courbe des taux. La question qui va se poser, c'est dans les mois qui viennent, est-ce qu'on va avoir une poursuite de cette baisse des taux courts et donc une quantification de la courbe qui va revenir tout en maintenant une stabilisation des taux longs, ou bien est-ce que la baisse des taux courts va s'interrompre? Est-ce que la BCE va ralentir sa politique de baisse des taux? Auquel cas, on aura plutôt une hausse des taux longs et donc une quantification par la hausse des taux longs. On vous a mis ici rapidement quelques données concernant notre fonds obligataire Origine. Vous avions dit le mois dernier que l'on poursuivait l'allongement de la vie moyenne du portefeuille. C'est ce que vous voyez sur la courbe de gauche, la courbe bleue, où vous voyez qu'on a passé les 4 ans de vie moyenne sur le portefeuille. Ceci pour deux raisons. Eh bien, c'est que la courbe des taux se normalisant, les taux longs deviennent plus attrayants. Et d'autre part, si la baisse des taux continue de la part de la BCE, on pourrait aussi avoir un effet de baisse des taux longs, auquel cas il vaut mieux rallonger la vie moyenne des portefeuilles. Ceci nous a permis, comme vous le voyez sur le graphique de droite, d'avoir des performances supérieures à ceux des indices. Alors du coup, Philippe, après tous ces éléments, quelles sont vos anticipations justement pour le second semestre 2024 ? Alors, on était un peu sur un fleuve assez tranquille, avec des anticipations que nous avions ces derniers mois qui se sont réalisées comme attendu, donc sans surprise. Et de ce point de vue-là, c'était assez tranquille. Il faut dire que différents éléments viennent perturber cette tranquillité qui est toujours temporaire sur les marchés. Le principal événement, évidemment, c'est la dissolution de l'Assemblée en France qui pourrait remettre en question la trajectoire de déficit budgétaire et de dette que l'on a vu tout à l'heure. Si on reste sur la même trajectoire d'endettement, eh bien on peut continuer à avoir des baisses de taux, probablement 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année, elles-mêmes de 0,25%, et probablement en septembre et en décembre. Cela dépendra beaucoup de la politique monétaire suivie par la Fed. Et la politique monétaire suivie par la Fed va dépendre beaucoup du marché de l'emploi. Vous savez que là où la BCE a un seul objectif en matière de politique monétaire, qui est la stabilité des prix, aux États-Unis, la Fed a 2 objectifs qui sont la stabilité des prix et l'emploi.
Or, le marché de l'emploi reste très tendu, comme les derniers chiffres l'ont montré aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a des craintes d'inflation par les salaires et donc peut-être une position un peu plus attentiste pour la Fed. Ce qu'il faudra surveiller, évidemment, dans les semaines qui viennent, c'est le résultat des législatives en France pour savoir si, encore une fois, on maintient la trajectoire d'endettement et de déficit budgétaire ou si, au contraire, on a une majorité à l'Assemblée qui laisse, au moins dans un premier temps, déraper les déficits, ce qui pourrait avoir un impact immédiat sur les marchés. L'autre élément à surveiller, en lien à la fois avec ces interrogations sur la politique budgétaire, mais aussi avec les différences de positionnement de la Fed et de la BCE, avec donc une Fed qui serait plus attentiste, eh bien, c'est l'évolution de l'euro-dollar. Parce qu'une faiblesse du dollar, une faiblesse de l'euro qui serait entraînée par des taux bien plus bas que ceux du dollar, aurait pour conséquence de créer une inflation importée en zone euro et donc serait assez pénalisante pour la poursuite de la baisse des taux de la part de la BCE. Donc voilà, un scénario qui, si les anticipations d'endettement restent, va plutôt vers la baisse des taux, mais il faudra vérifier avec le résultat des élections législatives en France que c'est bien le cas. Écoutez, merci beaucoup Philippe pour toutes ces explications. On espère également justement a pu vous avoir apporté quelques éclaircissements dans le cadre des choix des investissements que vous faites auprès de vos clients. En tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'informations, de revenir vers nous. On se fera un plaisir de pouvoir répondre à vos différentes questions. Et on se retrouve effectivement le mois prochain, à savoir le 3 juillet, pour un nouveau webinaire sur les marchés de taux. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Au revoir. Au revoir.